Nous sommes le 29 juin, vous êtes sur la chaîne qui rassemble. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Le président Alassane Ouattara et la première dame Dominique Ouattara ont offert dans la soirée de jeudi un dîner officiel en l'honneur du président angolais et de son épouse au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Dîner au cours duquel João Lourenço a été élevé à la dignité de Grand Croix et Ana Dias Lourenço faite commandeur de l'ordre national. Les violences basées sur le genre atteignent des proportions inquiétantes en Côte d'Ivoire. L'État prend la question à bras-le-corps, aidé dans son combat par l'Union européenne qui vient de financer un projet intitulé Mousso Djidji à hauteur d'1 milliard de francs CFA. Cela pour lutter efficacement contre les mutilations génitales. Les candidats réformateurs Massoud Pezeshkian et ultra-conservateurs Saïd Jalili sont qualifiés en Iran pour le second tour de la présidentielle, ainsi que l'a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu la veille. On en parle en toute fin de journal. Après donc sa visite officielle de 72 heures en Côte d'Ivoire, le président angolais a quitté Abidjan hier en fin d'après-midi, accompagné à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le vice-président Thiemoko Omeli, le Premier ministre Robert Mambébegré et plusieurs membres du gouvernement. Pendant son séjour, João Lourenço a rencontré les acteurs du secteur économique et du secteur bancaire, de l'industrie agroalimentaire. Plus d'une dizaine d'accords ont également été signés entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Votre visite est l'expression de notre volonté d'œuvrer à la consolidation des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui ont toujours existé entre nos deux pays. Ce sont les mots du président Alassane Ouattara à l'endroit de João Lourenço à l'occasion du dîner officiel offert au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire au président angolais. Soirée au cours de laquelle l'illustre hôte a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Du rythme, de la couleur, pour célébrer l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Jeudi soir, au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, sur invitation du président Alassane Ouattara, les petits plats sont mis dans les grands pour honorer le président Lourenço. Vive l'Angola, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié et la coopération ivoiro-angolaise. Merci, merci, madame, merci. Dans leur toast, les deux chefs d'État honorent la qualité de la coopération entre leurs deux pays. Ils ont surtout réaffirmé leur volonté commune de consolider ces liens au bénéfice des deux peuples. J'ai foi en un avenir radieux des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Angola, qui sont deux pays importants du continent africain, puisque nous sommes, l'Angola et la Côte d'Ivoire, parmi les 10 premières puissances économiques du continent. Je vous réitère mon entière disponibilité, ainsi que celle de mon gouvernement, à œuvrer de concert avec vous et avec votre gouvernement à la consolidation des relations entre nos deux pays, pour bien évidemment le bénéfice des Angolais et des Ivoiriens. L'occasion pour son homologue angolais de réitérer sa détermination à œuvrer au raffermissement de cette longue relation d'amitié. Excelência, Senhor Presidente Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, je voudrais, au nom de ma distinguée épouse, à mon nom propre, à la délégation qui m'accompagne, ainsi qu'à tout le peuple angolais, de remercier l'accueil chaleureux que votre Excellence nous a adressé depuis notre arrivée ici en terre ivoirienne. Cet toast sera pour le renforcement des relations de coopération et d'amitié entre la République d'Angola et la République de Côte d'Ivoire. Notons qu'au cours de ce dîner, le président angolais a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national de Côte d'Ivoire et son épouse à celle de commandeur de l'Ordre national.
C'était le témoignage d'Alexis Ouedraogo, Ambroise Asséman et Djamasso. Les hommes d'affaires et chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire et en Angola se sont parlé. Ils ont échangé sur leurs éventuelles collaborations. C'était à l'occasion du Forum économique Côte d'Ivoire-Angola dans les locaux de la CGECI, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone était sur place et également nos reporters Dangui Dangui et Aboussoro. Estimée à environ 30 milliards de francs CFA en 2022, la valeur des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Angola est jugée encore marginale par les autorités des deux pays qui veulent faire mieux au moment où leurs économies respectives sont confrontées aux défis de la diversification et de la zone de libre-échange continentale ZLECAf. C'est dans cette dynamique que les hommes d'affaires ivoiriens et angolais se sont rencontrés et ont échangé dans le cadre d'un forum économique à l'initiative et dans les locaux de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI. Je suis particulièrement heureux de la participation à ce forum d'une forte délégation d'entreprises angolaises. Et je voudrais vous dire, chers confrères, et certainement chers futurs partenaires d'affaires, que vous êtes les bienvenus en Côte d'Ivoire. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, qui fédère près de 80% du secteur privé moderne, se tient à vos côtés pour vous aider à développer des affaires en vue de créer en synergie avec les entreprises ivoiriennes un cadre de prospérité partagée. En offrant le cadre de ce forum économique, les autorités ivoiriennes et angolaises disent miser sur le dynamisme des opérateurs économiques de leurs deux pays pour transformer les potentialités que regorge leur pays en opportunités. Je voudrais saisir l'occasion de cette cérémonie pour inviter les secteurs privés ivoiriens et angolais à se mettre ensemble pour créer des entreprises communes, des joint ventures dans des secteurs prioritaires de nos deux pays qui seront demain des champions régionaux capables de conquérir des marchés au niveau continental et international. Je voudrais les inviter à être plus audacieux et plus offensifs pour tirer avantage des gisements d'opportunités offertes par nos deux pays. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Angola a enregistré 3 signatures de conventions entre institutions ivoiriennes et angolaises et un panel de haut niveau. Entre autres enjeux, permettre aux hommes d'affaires des deux pays de mieux se connaître et jeter les bases d'éventuelles co-entreprises. Autre temps fort du séjour du président angolais en Côte d'Ivoire, la visite de Joao Lourenço de l'usine Semois en zone industrielle ici à Abidjan. C'est à Yopougon au nord de la ville. Semois, qui vous le savez peut-être, est spécialisé dans la production de tablettes de chocolat à partir du très bon cacao de Côte d'Ivoire. Herman Guivet, reportage. Salve d'applaudissements pour le président de la République de l'Angola, son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, qui visite en compagnie du chef du gouvernement, Robert Begré-Mondé, les installations du chocolatier Semois implanté en zone industrielle de Yopougon. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a rendu hommage à la bonne qualité de la coopération qui existe entre la Côte d'Ivoire et l'Angola. Il a présenté au couple présidentiel angolais les grandes ambitions portées par la Côte d'Ivoire en matière de transformation de cacao. Notre capacité de broyage est estimée à 972 000 tonnes avec un taux de transformation effectif de 35%. Nous comptons cependant porter cette capacité de broyage à 1 176 000 tonnes. Et pour y parvenir, plusieurs usines sont en construction. Je reste convaincu que nos relations continueront de se renforcer dans les années à venir, notamment dans le domaine de l'agriculture. Excellence, votre présence dans cette usine de la société Semois traduit votre détermination à construire un avenir meilleur pour votre peuple à travers la transformation locale des produits agricoles. Bâtie sur 10 hectares, l'usine Semois emploie plus de 1000 salariés. Sa devise, faire de la terre du cacao une terre de chocolat. À travers un film institutionnel, le directeur général de l'entreprise a présenté au couple présidentiel angolais
et à sa suite, le programme Transparence Cacao. Une visite guidée de l'usine Semois en compagnie du Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a permis au président angolais de s'imprégner des différentes étapes qui engagent la transformation du cacao en produit de consommation, du décortiquage à la torréfaction jusqu'au conditionnement du produit fini. Le président de la République d'Angola et son épouse ont pu apprécier les différents processus auxquels sont soumis les fèves de cacao. Moment fort apprécié par le couple présidentiel angolais. Au terme de cette visite, le président angolais, João Manuel Lourenço, a marqué son passage à l'usine à travers quelques mots gravés dans le livre d'or de l'entreprise. Il dit toute sa satisfaction d'avoir visité l'usine Semois en compagnie du chef du gouvernement et de toute la délégation qui l'accompagne. Voilà pour cette visite officielle de João Lourenço en Côte d'Ivoire. Le président angolais, qui je le rappelle, a quitté Abidjan hier après-midi pour Luanda. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a clôturé hier sa session, la toute première de l'année 2024. En une vingtaine de séances, plusieurs projets de loi ont été votés par les députés. Et je vous amène donc au plateau, à l'Assemblée nationale, où la cérémonie solennelle de clôture s'est faite en présence de nombreuses personnalités. Sidonie Davila était sur place pour le reportage. 6 mois de travail intense et de délibération constructive par les parlementaires durant cette première session de l'année 2024. Au total, 17 textes adoptés, dont 2 projets de ratification et 15 lois ordinaires. Au niveau judiciaire, nous avons adopté des réformes instituant de nouvelles dispositions dans les codes existants, notamment le code de procédure pénale où les mécanismes de lutte contre la grande criminalité sont renforcés par les mesures de saisie ainsi que des techniques d'enquête spéciale. Quant au code pénal, il a suscité certaines polémiques relativement à la modification de l'article 185 nouveau qui élargit la notion d'apologie du crime sans porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et les libertés individuelles si chères à nous tous. Ce code innove également par la dépénalisation de l'avortement en cas de viol et lorsque la vie de la mère est en danger d'une part, et la réforme du régime de la confiscation qui prévoit qu'en cas de condamnation pour une infraction, à l'exception des délits de presse, le juge prononce obligatoirement la confiscation des biens du condamné d'autre part. Selon le président de l'institution, Adama Bictogo, plusieurs textes adoptés ont suscité un réel engouement et ont un impact significatif sur la vie des populations. La session qui a débuté en janvier et s'est achevée en ce mois de juin a également été marquée par de nombreuses missions. En clôturant cette session, le président de l'Assemblée nationale appelle à une continuité dans l'effort collectif pour relever les défis à venir. On en vient maintenant à cette formation des chefs d'entreprise privées, une formation portant sur la lutte contre la corruption dans le cadre du programme de certification africaine de gouvernance d'entreprise. Théodore Zouzou et Léon Kwame, nos reporters, ont assisté à la cérémonie de remise de diplôme de participation, cérémonie qui s'est faite en présence du président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Cette remise de diplôme signe la fin de la formation de ces chefs d'entreprise à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption. Une grande importance cette formation. Nous sommes la première cohorte et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et il faut des subventions, il faut de la sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, que ce soit au niveau de nous, entreprises privées, les institutions de l'État, pour que nous, entreprises, puissions nous développer, avoir des vrais champions nationaux qui créent le tissu économique de la Côte d'Ivoire. Retombées de ce renforcement des capacités, compétitivité et croissance des entreprises, ces managers pouvant désormais développer des outils d'intégrité et de bonne gouvernance au sein de leur structure. Ils auront passé en revue notamment le cadre réglementaire, l'organisation, le recouvrement en entreprise, une formation dans le cadre du programme ACCG, African Certification of Corporate Governance, qui s'inscrit dans la vision du gouvernement.
On ne peut pas parler de développement des PME, on ne peut pas parler de champions nationaux là où il n'y a pas d'intégrité, là où il n'y a pas de bonne gouvernance. Et donc c'est pour ça que la haute autorité soutient cette initiative qui vise à renforcer la bonne gouvernance et à doter les PME d'outils anticorruption pour renforcer leurs performances et pour permettre à ces PME-là de développer des partenariats partout à travers le monde. Le programme ACCG s'achève avec cette formation des chefs d'entreprise. Sa mise en œuvre aura duré 5 ans pour un monde de l'entreprise sans corruption et prospère. Du jour, c'est 5000 et c'est le nombre de cas de VBG enregistrés en Côte d'Ivoire rien qu'en 2023. Il faut bien que ça change. Le pays s'y emploie en tout cas. La Côte d'Ivoire est à l'œuvre depuis quelques années et l'Union européenne lui apporte son appui. Elle vient d'injecter 1 milliard de francs CFA dans le financement du projet Mousso Djidji, qui est une initiative portée par la fondation AVSI pour lutter efficacement contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Pour les 41 mois à venir, l'Union européenne, les fondations AVSI et Djigui La Grande Espérance se fixent le pari de réduire considérablement les VBG, violences basées sur le genre en Côte d'Ivoire. Ils lancent le projet baptisé Mousso Djidji avec un financement d'environ 1 milliard de francs CFA pour freiner les mutilations génitales féminines, le viol et les mariages précoces. Ce sont des pratiques qui nuisent fondamentalement au bien-être psychologique, mais surtout aussi physique de la femme. Ce projet Mousso Djidji, qui veut dire femme vaillante, femme originale. En termes de résultats, nous voulons que les plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, qui sont des instruments que le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis en place, nous voulons que ces plateformes soient renforcées et aient des moyens en termes matériels, en termes financiers, mais aussi en termes de capacité humaine pour pouvoir mener bien ces actions-là. Donc en apportant ce financement au projet, l'Union européenne souhaite avoir un nombre de victimes qui soient donc touchées, qui soient assistées, appuyées dans le domaine médical, psychologique ou légal. De janvier à septembre 2023, la Côte d'Ivoire a enregistré 5360 cas de VBG. Le projet Mousso Djidji sera donc déployé dans 4 régions en proie aux violences, notamment les régions des Lagunes, du Tongpi, du Bafing et du Kabadougou. Au terme des 41 mois de mise en œuvre, nous espérons que le nombre de victimes de violences basées sur le genre de tout type soit drastiquement réduit pour que nos engagements que nous avons pris au plan international soient atteints. Le projet Mousso Djidji veut également offrir de nouvelles perspectives de développement à 600 survivantes de VBG. Il est entré dans sa phase active en juin 2024. C'est un reportage signé Khalil Diomandé. La toute première entreprise ivoirienne labellisée genre et compétitivité des entreprises de Côte d'Ivoire, c'est la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cela signifie clairement que l'entreprise inscrit le genre au cœur de ses politiques du capital humain. Le 25 juin dernier, le directeur général de l'institution a réceptionné le label et Serge Collet a été là. La CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale, première entreprise ivoirienne certifiée genre et compétitivité des entreprises. Denis Charles Kwasi reçoit pour le compte de la CNPS le label genre et compétitivité. L'institution est récompensée pour ses efforts après une rigoureuse évaluation des questions d'égalité des chances entre hommes et femmes, d'accès aux mêmes opportunités et droits et au regard des actions de lutte contre les VBG, les violences basées sur le genre. On impose un minimum de 30% de représentation du genre, que ce soit homme ou femme. Et lorsqu'on a passé en revue tous les chiffres, nous nous situons entre 37%. Donc le minimum pour nous est 37%, là où la norme mondiale est de 30%. Pour Efrazi Yao, conseiller spécial du Premier ministre chargé du genre, cette certification consacre l'engagement d'une entreprise citoyenne. La CNPS obtient chaque année des chiffres flatteurs grâce à une solide organisation qui s'appuie autant sur les hommes que sur les femmes. Nous avons vu
que la CNPS, d'abord par le DG, était très engagée. Les structures ont été mises en place, les indicateurs de parité, les indicateurs de besoins spécifiques et stratégiques ont été pris en compte, y compris même les indicateurs de violence basés sur le genre. Nous sommes dit, voici une entreprise modèle que nous pouvons labelliser. Le label genre et compétitivité des entreprises constitue une initiative inédite et novatrice. Cette certification vient renforcer la gouvernance et fait de la CNPS une entreprise modèle en Côte d'Ivoire et en Afrique. Du côté des douanes ivoiriennes, l'actualité, c'est cette célébration de l'excellence. Une quinzaine d'agents ont été récompensés récemment dans la commune de Port-Bouët lors de la 7e édition de la journée de reconnaissance du mérite. Était présent le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, et notre reporter, Juliette Weir. Les meilleurs agents des douanes ivoiriennes récompensés lors de la 7e édition de la journée de reconnaissance du mérite, événement couplé à la cérémonie d'arrosage des galons des officiers généraux et supérieurs. 15 travailleurs ont donc reçu des trophées, des certificats d'honneur, d'encouragement et des numéraires pour la qualité de leur travail et leur assiduité pour l'exercice 2023. 8 officiers généraux et supérieurs ont également reçu des distinctions. Beaucoup de satisfaction, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup d'efforts encore à fournir, être à l'écoute des clients. C'est le travail acharné au quotidien. Il faut maintenir le cap, continuer à toujours bien travailler. Le vainqueur doit être l'administration des douanes. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime ce soir. Parce qu'après 40 ans d'administration, et que cette administration vous est reconnaissante en vous décernant une médaille, je vous avoue que je remercie le Seigneur. Le ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly, a salué les efforts des récipiendaires et les a invités à renforcer davantage leur productivité. Les qualités professionnelles qui ont permis de vous distinguer font désormais de vous des modèles. Demeurez constants dans les valeurs que vous avez su incarner pour obtenir ces prix afin de constituer une source d'émulation pour vos pairs. J'exhorte par ailleurs l'ensemble des agents des douanes à s'inspirer de ce que nous célébrons aujourd'hui afin de maintenir, voire renforcer la dynamique de performance des douanes ivoiriennes. L'administration douanière ivoirienne va participer au prix national d'excellence édition 2024 et sera représentée par le commandant Jean Soro Segba, élu meilleur des meilleurs agents des douanes 2023. Élan de célébration de l'excellence toujours. Dans le département d'Adjoin, région du Sud Comoé, plusieurs dizaines d'écoliers du cours préparatoire première année et jusqu'à la deuxième année du cours moyen ont été primés. Ce sont les meilleurs de la région et la mutuelle des cadres des Tubeti, cette année encore, a voulu reconnaître et saluer leur mérite. Depuis Etubeti, le compte-rendu de Davis Oyo. Etubeti, bourgade de la sous-préfecture d'Adjoua, région du Sud Comoé, célèbre les meilleurs élèves. Avec 164,88 points obtenus au CEP, Jade Assenar Kwame reçoit le prix spécial de la meilleure élève de l'IEP de Maféré. J'ai travaillé, j'ai étudié mes leçons jour et nuit et je suis contente d'avoir ce prix. Et je vais dire aussi à mes camarades de faire comme moi pour avoir aussi ce prix. 137 autres élèves du CPE au CM2, issus de 21 écoles de la région, sont récompensés pour les meilleurs résultats obtenus durant l'année scolaire écoulée. C'est grâce à ma maîtresse et mes amis. C'est grâce à eux que j'ai eu ce prix. Je compte bien étudier pour qu'en 6e, j'ai encore ce prix. Institué depuis 2013 par la mutuelle des cadres de Toubeti, ce prix est à sa 12e édition. Il prône l'excellence dans toutes les écoles et principalement celle de la sous-préfecture d'Adjoua. En initiant cette journée, c'est pour créer l'émulation entre ces enfants, pour que ces enfants comprennent que la réussite se prépare dès le bas âge et s'entretient jusqu'à ce qu'on soit où on arrive au niveau qu'on veut arriver. Invité spécial et président de la cérémonie, la directrice générale de l'INFAS a prodigué des conseils aux apprenants en leur demandant de toujours s'inscrire dans l'excellence. La seule chose qui reste toujours importante, c'est que l'enfant doit travailler et toujours viser l'excellence.
Personne ne va à l'école pour être le dernier de la classe. Ça, c'est ce qu'on doit apprendre à l'enfant. Tu vas à l'école pour obtenir un objectif, être parmi les meilleurs. Les 3 meilleurs enseignants des sous-préfectures d'Adjoa, Maféré et Aboissou ont également reçu des distinctions. Et du Sud Comoé, on met le cap sur Daloa dans le Haut-Sassandra. Là-bas, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire a aussi récompensé ses meilleurs élèves. C'est Jean-Marc Djadji et Sissé Ibrahim que nous avons envoyés sur place. Ils nous décrivent l'ambiance qui a prévalu. 35 élèves honorés et récompensés pour leur abnégation au travail et pour avoir obtenu de bons résultats au terme de l'année scolaire. Ils reçoivent des kits scolaires et des diplômes. 7 enseignants appelés à faire valoir leurs droits à la retraite ont également été distingués et célébrés. Cette célébration de l'excellence, une initiative de la mutuelle de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire, IEPP d'Aloa Labia. Féliciter les enseignants qui ont encadré ces enfants. Donner des présents aux enfants pour leur dire que quand on travaille, au bout du travail, il y a un mérite qui est un cadeau, des livres qui peuvent leur permettre d'entamer l'année scolaire prochaine. Récipiendaires et participants à cette cérémonie n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. J'en profite pour dire à tous mes amis et à tous ceux qui me regardent actuellement de bosser dur et d'étudier chaque fois qu'ils le peuvent pour pouvoir être des méritants comme moi et mes amis. Tout ce qui touche à l'éducation de nos enfants, de nos petits frères, nous interpelle. Cela nous contraint à faire des sacrifices pour pouvoir les aider. J'ai félicité également les enseignants qui sont au labour parce que c'est eux qui ont la charge de nos enfants, futurs citoyens de la nation ivoirienne. Il était tout indiqué que nous soyons là pour les encourager à prôner vraiment l'excellence au niveau du primaire. La cérémonie a pris fin par une fête ponctuée de ballets, danse et de prestations artistiques. On dit qui cherche la perfection obtient l'excellence. Place à l'agriculture. Le Conseil du coton et de l'anacarde renforce le système de réhabilitation des vergers denses d'anacardier. Cela à travers l'OPCA, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs anacarde. C'est ainsi qu'à Boaké, dans le Béquet, une centaine d'opérateurs professionnels de cajou sont réunis en ce moment dans le cadre d'une formation sur les techniques de réhabilitation des champs. D'autres détails avec Corona Soro de RTI Boaké. 100 nouveaux opérateurs professionnels de noix de cajou dans un champ d'anacarde à Djibounois dans la région du Béquet. Venus des zones de production, ces applicateurs et tronçonneurs apprennent les techniques de réhabilitation des vergers denses d'anacardier. Initié en 2020, le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur anacarde PPCA du Conseil du coton et de l'anacarde vient améliorer la production et les revenus des producteurs. La densité normale d'un verger est comprise entre 100 et 204 pieds à l'hectare. Alors qu'aujourd'hui, nous avons des vergers qui sont à plus de 400, 500 pieds à l'hectare. Aujourd'hui, on a 2 options pour améliorer les rendements. Soit c'est des nouvelles mises en place avec des plants du matériel végétal amélioré, soit ce qui est déjà existant, qui est le cas de la Côte d'Ivoire. On doit pouvoir mettre les vergers dans les normes. 2 jours de formation ont permis d'outiller ces opérateurs pour mettre 50 000 hectares de champs aux normes d'ici fin 2024. Nous avons vraiment appris le nombre réglementaire de pieds d'anacarde dans un verger, la distance requise entre 2 pieds d'anacarde qui doit varier entre 10 et 7, et également la taille, comment il faut vraiment abattre les champs infectés. La réhabilitation est souvent refusée par les producteurs en dépit de ses nombreux avantages. Au début, j'ai refusé qu'on coupe mes anacardiers car j'avais peur que ma production baisse. Mais quand j'ai accepté, l'année, j'ai produit 3 fois ce que je faisais avant. J'invite tout le monde à faire comme moi. En marge de cette formation, les encadreurs des producteurs sont aussi formés sur les prévisions de pluie de 2024 dans la région du Béquet. Pour la Sodexam, la saison des pluies débute en juillet pour prendre fin en novembre.
On quitte le Gbeke et on fait route vers le district autonome de la Comoé qui aura bientôt son schéma directeur d'aménagement et de développement de son territoire. Voilà qui justifie l'atelier régional de prospective territoriale qui a eu lieu récemment pour présenter les résultats de ce document aux autorités régionales du district. Les précisions sur place de notre correspondant Herman Yamia. Il s'agit à travers cet atelier de prospective territoriale de dégager les perspectives de développement dans tous les aspects de l'ensemble du district autonome de la Comoé. Cet atelier va permettre au district de savoir s'organiser et sur les activités et le programme du gouvernement. Je pense que c'est une des premières. Au sortir de cet atelier, nous aurons un outil valable qui va s'étendre sur 20 ans environ pour que notre district se sente mieux et surtout se comporter mieux davantage avec les populations. Pendant 2 jours, les réflexions relatives à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire du district autonome de la Comoé ont été menées par l'ensemble des participants venus des 3 régions qui composent le district autonome de la Comoé, à savoir le Sud Comoé, le Moronou et l'Indéné-Guablin, sous la supervision du préfet de la région de l'Indéné-Guablin, préfet du département d'Abengourou. À terme, il sera question de planifier le développement du territoire du district autonome de la Comoé de manière cohérente et durable. L'atelier de prospective du territoire du district autonome de la Comoé bénéficie du soutien du groupement de cabinets Afrique Urbain, Côte d'Ivoire et UE. Je vous le disais en titre, les candidats réformateurs Massoud Pezeskian et ultra-conservateurs Saïd Jalili sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle en Iran, ainsi que l'a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu la veille. Aucun des candidats n'a pu obtenir la majorité absolue des voix au premier tour et par conséquent, le premier et le deuxième candidat seront départagés par un second tour le 5 juillet, selon Mozen Eslami, le porte-parole du service des élections au ministère. Et voilà pour le 13h. Merci d'avoir été avec nous. Et ce soir, sur les antennes de RTI2, on célèbre encore l'excellence avec le comité Miss Côte d'Ivoire. Ce samedi, à partir de 19h15, donc, suivez en direct sur la 2e chaîne du groupe RTI et toutes nos plateformes digitales que vous connaissez déjà. Suivez bien sûr le Yellow Carpet, la grande émission People avec avant la finale Miss Côte d'Ivoire 2024. Quant à moi, je vous retrouve demain à 13h pour le grand journal du dimanche.